journal de la RFM. Souleymane. Au sommaire, la contre-offensive du Covid-19 après quelques jours de baisse du nombre de nouveaux cas. 11 tests revenus positifs, dont 2 cas communautaires. Le virus gagne du terrain dans la région de Dakar. Les cas communautaires, objet de toutes les attentions. Au rond-point Kermassar, le sous-préfet a effectué une descente ce matin. Des récalcitrants ont été interpellés. À Louga, le gouverneur également hausse le ton pour le respect des mesures de restriction et de prévention. Interdiction du transfert des corps de Sénégalais décédés à l'étranger. La réaction des associations d'émigrés dans ce journal. Pendant ce temps, des Sénégalais de retour restent bloqués à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Notre dossier du jour s'intéresse à l'impact du Covid-19 sur la vie politique et le fonctionnement des partis. En ces temps de crise sanitaire, les formations très attachées aux mobilisations des militants s'adaptent tant bien que mal. Hissène Habré, au lendemain du transfert de l'ancien chef de l'État tchadien du Cap Manuel à son domicile, à suivre le commentaire d'un juriste et notre reportage chez les Habré aux Almadies. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Souleymane. En Mauritanie, des personnes contacts mises en quarantaine entament une grève de la faim. C'est pour protester contre la décision de prolonger le confinement. Au Maroc, le port du masque obligatoire à partir d'aujourd'hui. Tout contrevenant risque jusqu'à 3 mois de prison et une amende pécuniaire. Au Mali, 25 militaires ont perdu la vie dans une attaque dans la région de Gao. Et puis en Guinée, la nouvelle constitution est promulguée par le président Alpha Condé. Il a par ailleurs annoncé un plan de riposte contre le coronavirus de 2500 milliards. Le développement de tous ces titres dans une vingtaine de minutes. L'actualité du Covid au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Coronews, ce sera avec Anna Rocha. Et puis, à point de vue, aujourd'hui, nous tenterons de répondre à cette question. Quelle stratégie pour éviter et, le cas échéant, gérer les cas communautaires de Covid-19? À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop, régie d'antenne Papo Martiao. Après une accalmie sur le front de la riposte contre le Covid-19, marquée cette accalmie par une nette baisse du nombre de nouveaux cas, le virus a gagné du terrain ce matin. Lors du point quotidien sur l'évolution de l'épidémie, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a annoncé ce matin que 11 tests sont revenus positifs, dont 9 cas contacts et 2 cas de transmission communautaire. Dakar reste le foyer de l'épidémie et le virus y étend ses tentacules. Explication avec vous, Mohamed Ali Mouba. Après une brève accalmie, le nombre de patients testés positifs au Covid-19 repart à la hausse au Sénégal. 11 cas ce mardi. Avec des marqueurs communautaires, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Il s'agit de 9 cas contacts suivis par nos services, de 2 cas issus de la transmission communautaire. Par ailleurs, 13 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. Justement, pour contrer ces cas communautaires recensés principalement à Dakar, Diouf Sarr envisage de décentraliser la stratégie avec une responsabilisation plus accrue des autorités administratives et sanitaires locales. Le Comité national de gestion des épidémies, au sortir de sa séance tenue hier, 6 avril 2020, a émis les recommandations suivantes. Premièrement, les comités régionaux de gestion des épidémies, avec l'appui des forces de défense et de sécurité, devront systématiquement mettre en œuvre leur propre stratégie pour endiguer la propagation communautaire du Covid-19. Sangalkam passe de 2 à 6 cas, Dakar Centre de 13 à 18. Les plus fortes hausses de la journée. Comme quoi, le Covid-19 a fini d'étendre ses tentacules dans la capitale. En outre, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a décidé de suspendre tout transfert de dépouilles de pays à pays. En termes clairs, on ne va plus rapatrier le corps de Sénégalais morts à l'étranger. Justement, au sujet de cet aspect de la communication du ministre de la Santé et de l'Action sociale ce matin, c'est-à-dire l'interdiction de tout transfert de dépouilles vers le Sénégal, nous avons recueilli la réaction de l'une des associations de Sénégalais vivant à l'étranger. Il s'agit du président de l'association des Sénégalais de la région, de la province de Lombardie, c'est-à-dire Brescia et province. Il s'appelle Seydina Kamara. Il a été interrogé ce matin par El Hadj Ndiogou Diène. Voici sa réaction.
Déjà, pour la gestion de ces corps, on avait un problème. Il fallait discuter avec les parents qui sont restés au Sénégal. Et ce n'était pas à nous de décider leur possibilité de rentrer ou de ne pas pouvoir rentrer au pays. Donc, ce qu'il y avait lieu de faire, c'était quand même, on l'a fait, on a alerté depuis belle lurette, que le président de la République, ou en tout cas les responsables du gouvernement, prennent la décision pour nous dire et nous éclairer si c'était encore possible. Parce que c'est un document qu'on recevait en 24 heures. Et vu la situation, on nous disait que ça se gérait maintenant sur Dakar. Et qu'au niveau de l'Italie, par exemple, nous avons une loi qui nous demande de réagir. En tout cas, les membres de la famille doivent réagir à temps, donc pour une durée de 48 heures. Sinon, nous sommes tenus que le gouvernement italien procède à des choses que nous ne voudrions pas, en tout cas que ça arrive. C'est-à-dire donner le corps aux communes résidents qui, à son tour, va procéder à des de groupement. Nous, ça nous permet de gagner du temps. Que maintenant, les parents, en matière de communication, nous n'aurons plus de problème avec eux parce qu'on leur dira maintenant que c'est une loi. Donc, nous, on gagne du temps. Alors, si vraiment c'est pour que les Sénégalais soient sains et saufs, en tout cas diminuer le degré de contamination dû au cas venant de l'extérieur, nous, on est preneurs. Restons avec les Sénégalais de l'extérieur avec ce nouvel appel de détresse des plus de 120 Sénégalais venus d'Europe, bien vivant cela, pour rentrer au Sénégal et qui sont bloqués depuis 17 jours maintenant en Mauritanie. À Rosso plus précisément, ils n'en peuvent plus, disent-ils, surtout que les moyens financiers commencent à faire défaut. L'un d'entre eux, Moustapha Silla, s'entretient avec Babacar Fall. Depuis le 21 mars, nous sommes ici à Rosso, mais nous n'arrivons pas à foncer la frontière pour partir au Sénégal. On a des difficultés partout, de l'eau, à manger, tout le temps des difficultés. Ça nous a empêché beaucoup de choses. On n'arrive plus à nous vendons nos bagages pour se servir à manger. Mais tout ça n'arrange pas là. Parce que à ce moment-ci qu'on en parle, tout le monde est désespéré de cette frontière-là. Nous n'avons plus rien à manger. On est fatigués. Et pourtant, nous sommes des citoyens sénégalais. Et ce sera difficile. Nous sommes fatigués. Et ici, personne n'aide personne. 100 et quelques personnes qui veulent partir au Sénégal. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Il n'y a pas de l'aide du gouverneur. Il n'y a pas de l'aide de personne, d'ambassadeurs. Nous ne sommes pas des Sénégalais quand même, peut-être. À 12h08, revenons maintenant sur la communication du ministre de la Santé et de l'Action sociale ce matin, notamment en ce qui concerne la décision du Comité national de gestion des épidémies hier de décentraliser la stratégie de gestion des cas communautaires au niveau régional et la responsabilisation accrue des autorités locales, notamment les gouverneurs, préfets et sous-préfets. Justement, suite à l'arrêté interdisant tout stationnement et activité commerciale au rond-point de la station de Kermassar et ses alentours, plus d'une centaine de gendarmes occupent les lieux depuis ce matin pour faire appliquer la décision préfectorale. Aucune activité commerciale n'est s'y effectue. Les quelques récalcitrants ont été interpellés. Notre reporter s'est rendu sur les lieux. Reportage Koumba Sandiane Faye. Le rond-point de la station de Kermassar a changé complètement de visage. Aucune activité commerciale, pas de stationnement de véhicules. Plus d'une centaine de gendarmes déployés sur le terrain. Ici, aucune violation de l'arrêté n'est permise. Vous allez bien, ça va? Oui, le sous-préfet. Le sous-préfet, bien. Difficile pour les riverains de trouver un moyen de transport. Les véhicules, communément appelés clando, leur stationnement sur les lieux est interdit, mais facile pour ces mêmes riverains de circuler. Il y avait tellement de monde au niveau du rond-point. Avec cette maladie, il fallait vraiment désengorger le rond-point pour pouvoir bien lutter contre cette pandémie. Parce que vraiment, si on continue à laisser les gens se regrouper toujours au niveau du rond-point, peut-être que la situation va encore s'empirer. Un avis qui semble faire l'unanimité du côté des piétons. rond-point moom wax dëgg fa yàlla da doon xat carrément tali bi nii moom
Mais les commerçants qui y menaient des activités vivent difficilement cette opération. Restaurant, on a tous fermé. Pendant cette période-là, on n'avait plus assez de clients. Nos marchés, on ne vendait pas. Très cher. Aujourd'hui, on nous a obligés de fermer jusqu'à nouvel ordre. On ne sait pas jusqu'à quand. C'est une grande perte. On continue de payer les locations, on paye les employés et on ne vend pas. Les gendarmes ont interpellé certains commerçants qui passaient outre cette mesure. Le sous-préfet des Niayes et ses éléments qui ont donc fait une descente sur le terrain et comme nous vous le disions, les gendarmes ont interpellé des commerçants qui passaient outre l'arrêté préfectoral. Justement, voici Omar Dia, le sous-préfet des Niayes avec Koumba Sandiane Faye. Réglementer davantage l'occupation du rond-point de Keur Massar. Notamment l'interdiction du stationnement des véhicules et même des véhicules hippomobiles. Les activités commerciales sont effectivement suspendues jusqu'à nouvel ordre pour désencombrer le rond-point de Keur Massar qui constitue une véritable préoccupation pour éviter la propagation du virus. Nous avons reçu l'apport des forces de sécurité, notamment la gendarmerie, la compagnie de Rufisque qui a été renforcée aussi par les éléments de la LGI, un renfort aussi venu de la compagnie de Dakar. Nous avons pas moins de 140 gendarmes qui sont mobilisés depuis ce matin et nous sommes en train de nettoyer vraiment le rond-point et les alentours. Vous avez vu, on est en train d'interpeller certains récalcitrants et pourtant l'arrêté a été largement diffusé et depuis hier nous étions sur le terrain pour sensibiliser les occupants de ces centres commerciaux et de ceux qui tiennent du commerce ici au rond-point pour leur demander vraiment de prendre les dispositions parce que nous allons, n'est-ce pas, prendre les mesures et essayer et monter d'un cran. Cette fois-ci, vraiment, nous avons l'ensemble des forces nécessaires pour maintenir ce rond-point qui est aujourd'hui dégagé. RFM, la radio de toute l'actualité. Nous allons maintenant à Thiès, toujours dans le cadre de l'actualité liée au Covid. En cette période d'état d'urgence où les mesures restrictives sont en vigueur, c'est la rue vers les autorisations de circuler. À Thiès, la gouvernance est prise d'assaut tous les jours par des demandeurs de ce document administratif, mais les choses ne sont pas du tout faciles pour avoir une autorisation de circuler. Cheikh Anta Diop. En face de l'école française, des demandeurs d'autorisation de sortie sont massés devant la porte. Sous l'œil vigilant des forces de l'ordre, un agent de police est préposé à la lecture de la liste. Cet homme, Louis Gueye, vient de Dakar. Il se désole de la situation. Je fais la navette depuis jeudi. Pas du tout. Déjà, je viens de la gouvernance. Déjà, à l'accueil, il n'y a personne parce que tout est fermé. Le policier était à l'intérieur. On a tapé, on a tout fait pour qu'ils... Ils m'ont dit, va à l'école française. Je ne savais même pas l'école française. Ils ont vu le regroupement, mais tout est regroupé là. Mais comme que je suis dans la région de Thiès, pour sortir, pour entrer à Dakar, il faut une autorisation de Thiès. Bon, donc, retour. Ces autorisations, c'est extrêmement difficile. Mais c'est la mort. Sidi Sarr, directeur de l'école Notogouy Diama, doit lui aussi se rendre à Dakar, mais il est à la quête du fameux sésame. Je dois aller à Dakar prendre mon fils qui est en congé. Et depuis 5 jours, il ne peut pas bouger. Il faut d'abord mettre le numéro du véhicule, la marque, le numéro du permis de conduire, le numéro de la pièce d'identité. Voilà tout ce qu'on nous demande pour faire la pièce. Ils nous ont notifié tout à l'heure qu'ils ne peuvent pas prendre plus de 50. Plaintes et complaintes entourent le processus car décrocher l'autorisation relève d'un véritable parcours du combattant. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. À présent, les personnes vivant avec le VIH-Sida, les PVVIH, qui s'inquiètent de leur sort en cette période de pandémie du coronavirus, elles se disent confrontées à un problème de prise en charge au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann, un service qui accueille également les malades du Covid-19. Le réseau des associations de personnes vivantes avec le VIH-Sida interpelle les autorités par rapport à leur situation. Nafissatou Silla.
Le dispositif de prise en charge du Covid-19 au même service où se soignent les personnes vivant avec le VIH, ce qui inquiète le réseau national des associations de personnes vivant avec le VIH, la présidente Soukaina Ndiaye. Je pense que ça mérite une réflexion parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de patients qui ont peur d'aller prendre leur traitement au niveau de l'hôpital Fann. Donc, ce qui nous permet d'avoir une grande préoccupation par rapport à leur traitement, le fait de ne pas prendre leurs médicaments peut affecter leur système de santé, surtout élever leur charge virale, surtout baisser leur système immunitaire. Et pour rallier l'hôpital Fann, les personnes vivant avec le VIH connaissent d'énormes difficultés, surtout avec le couvre-feu et les dispositions qui vont avec. Il y a des patients aussi qui quittent de loin, de très loin même au niveau de Dakar, qui habitent aux banlieues, qui doivent se déplacer au niveau de l'hôpital Fann et qui n'ont pas de moyens pour prendre le transport. J'ai eu à concerter avec un patient qui devait se rendre au niveau de Fann et qui a payé 16 000 francs pour aller prendre son rendez-vous. Donc ça, c'est des difficultés que vraiment nous déplorons. Ainsi, le RNP+ sonne l'alerte et interpelle le personnel soignant. Nous donner l'opportunité d'avoir 3 à 4 mois de traitement pour éviter les va-et-vient au niveau des structures de Fann, là où on a aménagé pour traiter le Covid-19. Je pense que ça, si nous l'avons au niveau des personnes vivant avec le VIH, on peut bien vraiment saisir l'occasion de respecter le confinement qui est resté chez vous. Les personnes vivant avec le VIH sont très vulnérables du fait de leur faible système immunitaire et disent non à une deuxième infection. Ils souhaitent cependant un meilleur dispositif par rapport à leur prise en charge. Le Covid-19 qui affecte fortement la vie des personnes physiques, les personnes morales ne sont pas épargnées non plus. Par exemple, la vie des partis politiques en cette période de pandémie. Pouvoir et opposition sont obligés de se réajuster et d'adopter d'autres stratégies dans le cadre de leur fonctionnement. C'est le cas de PASTEF, du FSD/BJ et de l'APR. Suivons le dossier réalisé à ce sujet par Binta Diallo. Le Covid-19 n'a pas épargné l'agenda des partis politiques. Entre réorganisation des activités et suspension de réunions politiques, l'APR s'est mise aux couleurs du coronavirus derrière son leader, par ailleurs président de la République du Sénégal, le porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République, Abdou Mbow. Il n'y a plus de réunions politiques, plus de secrétariat exécutif, plus de rassemblements. Les activités politiques sont suspendues. Par ailleurs, les responsables politiques de notre parti, l'Alliance pour la République, ont été instruits par le président de notre parti, le président Macky Sall, à accompagner les comités locaux de lutte contre le Covid-19. En quoi faisant? Donnant des produits détergents, en faisant de la sensibilisation. L'opposition ou alors la plupart de ces partis ont choisi de poursuivre leur activité à travers le télétravail. Au PASTEF, les patriotes, entre formation en ligne des militants et participation au combat contre le Covid-19, El Malik Ndiaye est le monsieur communication du parti de Ousmane Sonko. Actuellement de l'évolution des choses par rapport à l'épidémie, mais surtout côté économique, social et tout ce qui concerne en tout cas les populations. Le FSD/BJ ne suspend rien. Au contraire, cette période d'autoconfinement est mise à profit pour travailler en direction des échéances électorales à venir. Le numéro 1, Cher Bambadji. Le Covid-19, cette maladie change fondamentalement le monde aujourd'hui, la politique internationale, les rapports entre les États, les perspectives de développement interne, et au niveau du FSD/BJ, nous en profitons pour approfondir notre offre politique, réfléchir sur les programmes alternatifs que nous proposerons aux Sénégalais. Et en ce qui me concerne personnellement, je suis intéressé par la réflexion. Je mets à profit ce temps-là pour finaliser mes ouvrages, me rapprocher de ma famille. Le Covid-19 est venu chambouler tous les secteurs. Les partis politiques s'adaptent à la situation de l'heure. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Autre grand titre de ce mardi 7 avril 2020, l'ancien président tchadien Hissène Habré est assigné à résidence chez lui aux Almadies. Il a bénéficié d'une permission de sortie de prison hier. Sur place, un dispositif sécuritaire est noté devant son domicile. Mais les voisins de Hissène Habré n'étaient même pas au courant de cette sortie de prison de l'ex-homme fort de N'Djamena. Reportage sur place et ce matin, Omar Mbow.
On a tourné en rond à demander le domicile d'Hissène Habré. Ces riverains n'en savent pas grand-chose. Cette fois, c'est la bonne. Un voisin immédiat de l'ancien président tchadien sorti d'une boutique nous indique une grande maison, celle d'Habré. Ici, tout est calme. 2 gendarmes veillent au grain. À la maison d'en face, le gardien a appris le retour conditionnel de l'ex-prisonnier à travers une station radio. Moi, je l'ai appris à la radio. Ici, le silence n'est troublé que par des coups de pelle des maçons qui construisent un bâtiment à quelques encablures de là. Quant à l'aspect juridique de cette affaire, d'après le pénaliste Ousseynou Samba, c'est au juge d'application des peines de fixer les conditions de cette assignation à résidence, suivant les explications au téléphone d'El Hadj Ndiogou Diène. La loi permet au juge de l'application des peines d'aménager la peine qui a été prononcée par le juge contre une personne déclarée coupable. Et le juge a la possibilité d'accorder à des personnes qui en font la demande des autorisations, des permissions de sortie. Ça peut être une permission de sortie de quelques heures. Par exemple, il s'agit d'une personne dont la femme a accouché et qui doit aller à un baptême, d'une personne dont un des parents est décédé. Le juge peut accorder à cette personne-là une sortie. Il peut s'agir aussi de sortie de week-end. Le juge autorise la personne à sortir le samedi et à revenir le dimanche ou le lundi matin. De même, lorsqu'il y a des problèmes de sécurité qui se posent, des problèmes de santé qui se posent, le juge a la possibilité, le juge de l'application des peines, a la possibilité d'accorder une permission de sortie d'une personne pendant une durée limitée dans le temps. En l'espèce, dans l'affaire Hissène Habré, pour des questions de sécurité liées au coronavirus, le juge de l'application des peines, à la demande de ses avocats, a jugé qu'il était nécessaire de faire sortir Hissène Habré et de l'assigner à résidence chez lui à Ouakam. Justement, quelles sont les conditions de cette assignation à résidence? La personne peut-elle sortir? Est-ce qu'elle peut recevoir des visites? Si la personne est assignée à résidence, c'est au juge de déterminer dans quelles conditions la personne peut recevoir des visites, combien de visites la personne peut recevoir par jour ou par semaine. C'est à lui de déterminer est-ce que la personne peut sortir ou ne pas sortir. Donc il revient au juge qui a décidé cette assignation à résidence de déterminer les conditions. Étant entendu que parfois le juge peut autoriser à la personne une permission de sortie en laissant à la personne toute la liberté de se mouvoir comme bon lui semble. L'important c'est qu'à la fin de la permission, que la personne revienne en prison. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Youssouf Bodian. Bonjour Suleiman. En Mauritanie, des personnes mises en quarantaine entament une grève de la faim. C'est pour protester contre une deuxième prolongation de leur confinement dans ce pays qui compte aujourd'hui 6 cas, 2 guéris et 1 cas décédé. Donc au total, il y a 3 personnes actuellement suivies en Mauritanie. En Nouakchott, nous retrouvons notre correspondant permanent, Mohamed Diop. L'unique cas de décès de Covid-19 ne cesse de faire polémique. Une dame de 48 ans testée positive, mais après son décès, alors qu'elle était en confinement pendant 2 semaines. Conséquence, les populations commençaient à douter des méthodes de prise en charge des confinés. Face à la situation, le gouvernement a annoncé une enquête sur les circonstances du décès. En même temps, l'État a lancé une opération de dépistage de toutes les personnes confinées à travers le pays. Elles sont plus de 1300, dont plus de 600 à Nouakchott, la capitale. C'est dans ce cadre que les autorités sanitaires ont décidé la prolongation des confinements. Mais les grévistes qui ont déjà vécu une semaine de plus se disent surpris d'avoir été empêchés de sortir de leur hôtel par la gendarmerie, sans être avertis de cette deuxième prolongation selon leurs mots. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Au Maroc, le port du masque est obligatoire. La décision entre en vigueur dans le royaume ce mardi. Le royaume qui a déploré 83 décès pour 1141 cas confirmés du coronavirus. Les masques de protection sont vendus à moins de 50 francs CFA à l'unité. Les contrevenants risquent jusqu'à 3 mois de prison et une amende qui peut atteindre 80 000 francs CFA. Khadim Baï est notre correspondant au Maroc. Ce qui se murmurait à l'oreille est devenu officiel. Au Maroc, le port du masque pour les personnes autorisées à sortir, c'est une obligation, un devoir. Mieux, tout contrevenant est passible d'une peine de prison allant d'1 à 3 mois, ainsi qu'une amende entre 300 et 1300 dirhams. En francs CFA, il faut compter dans les 17 000 et 80 000 francs CFA. Si la question de la disponibilité des masques en quantité et en qualité a longtemps préoccupé certains citoyens, ces dernières semaines, sur instruction royale,
le gouvernement a pris les devants, semble-t-il, en sécurisant par exemple la production. Le Maroc dispose d'une capacité de 2,5 millions de masques par jour, ce qui permet aux autorités d'encadrer les prix. Un masque s'offre à 0,80 dirhams seulement, c'est l'équivalent de moins de 50 francs CFA. Les Marocains vont ainsi pouvoir se protéger contre le coronavirus, en tout cas dans la rue, sans pour autant se ruiner. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. Youssouf Bodian, au Mali, une vingtaine de soldats tués dans une attaque. Elle a eu lieu hier lundi dans la région de Gao, dans le nord du pays. L'attaque a été attribuée à des groupes armés. Des détails avec Solothiam. 25 soldats maliens tués et 6 autres blessés, c'est le bilan d'une nouvelle attaque attribuée à des djihadistes dans la région de Gao, dans le nord du Mali, indique le gouvernement malien. Une dizaine d'assaillants ont également été neutralisés dans ce que le gouvernement a qualifié dans un communiqué d'attaque terroriste. Le gouvernement dit par ailleurs avoir neutralisé plusieurs terroristes et récupéré une quantité importante de matériel lors d'une opération menée dimanche dernier dans la région de Mopti, au centre du Mali. L'attaque de lundi contre un poste militaire de Bamba est la dernière en date des opérations imputées aux djihadistes contre l'armée malienne ces derniers mois. Dans un contexte de forte dégradation sécuritaire, elles ont fait des centaines de morts dans les rangs de l'armée. Selon des experts, la localité de Bamba est stratégique. La présence de l'armée malienne sur place dérangeait énormément le passage de divers trafics ainsi que des djihadistes de l'ouest vers l'est et vice-versa. Ils ont donc probablement voulu desserrer l'étau. Mais selon un communiqué de l'armée malienne, le camp de Bamba est à nouveau sous contrôle des forces régulières. En Guinée, la nouvelle constitution a été promulguée. Elle avait été soumise à un référendum fin mars avec plus de 90% de oui. Le président Alpha Condé l'a promulguée selon la télévision nationale. Le chef de l'État guinéen qui annonce également la mise en place d'un fonds de riposte contre le coronavirus. Les détails avec Amadou Sabarba. Malgré les contestations de l'opposition guinéenne, le président Alpha Condé a finalement promulgué la nouvelle constitution du pays. Celle-ci a remporté le oui à plus de 90% des voix selon les résultats de la Commission nationale indépendante. Selon VOA Afrique, cette consultation populaire couplée avec les législatives ont été marquées par de violents affrontements entre manifestants et forces de sécurité. Le bilan établi par la coalition de l'opposition faisait état de dizaines de Guinéens tués lors du jour du scrutin. Et Cellou Dalein Diallo, principal opposant, accuse Alpha Condé d'utiliser la révision constitutionnelle pour mettre à zéro son compteur pour pouvoir briguer un troisième mandat, précise la même source. Après l'annonce de la nouvelle constitution, le président guinéen a par ricochet approuvé le plan économique au coronavirus. Celui-ci est estimé à 3 000 milliards de francs guinéens, soit 200 milliards de francs CFA. Et le premier ministre a affirmé que ce plan comporte 30 mesures phares qui tournent autour de 3 axes. Ibrahima Kassori Fofana de dire que l'État paiera les factures d'électricité les plus pauvres pendant 3 mois, gèle les prix des médicaments et des denrées de première nécessité le temps de la pandémie. Le chef du gouvernement a également annoncé l'instauration de la gratuité des transports publics pendant 3 mois et le report pour 3 mois également les charges sociales et fiscales des entreprises de l'hôtellerie et du tourisme. Pour finir, Youssouf Bodian, des nouvelles du Premier ministre britannique. Admis en soins intensifs depuis hier, Boris Johnson ne souffre pas de pneumonie, a rassuré ce matin le ministre d'État Michael Gove. Il a ajouté que le Premier ministre britannique a par ailleurs reçu un soutien en oxygène, mais n'a pas été placé sous respirateur. Boris Johnson, 55 ans, a été diagnostiqué positif au coronavirus. C'était le 27 mars dernier, Souleymane. Merci Youssouf Bodian. Merci à vous. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Coronnous à présent l'actualité du Covid-19 au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Anna Rocha. À 10h ce matin, le Covid-19 a contaminé plus d'1 348 184 personnes dans 184 pays et fait plus de 74 000 morts. La situation devient inquiétante en Guinée où 128 cas ont été confirmés à la date d'aujourd'hui. 2 ministres et 7 journalistes ont été testés positifs selon l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Au Sénégal, même si le nombre de patients en traitement
diminue, la transmission communautaire commence à préoccuper le Comité national de gestion des épidémies. Encore 2 nouveaux cas issus de cette transmission communautaire ont été recensés, d'où l'appel du ministre de la Santé aux comités régionaux de gestion à mettre en œuvre leur propre stratégie pour freiner la propagation communautaire du Covid-19. L'Afrique du Sud reste le pays le plus touché sur le continent africain avec 1655 cas et 11 décès. Mais le virus progresse rapidement au Maghreb. À partir d'aujourd'hui, le port du masque devient obligatoire à l'extérieur au Maroc. Le royaume chérifien enregistre 1113 cas, dont 71 décès et 76 patients guéris. L'Algérie est particulièrement affectée avec 152 décès, tandis que la Libye n'a déclaré jusqu'ici que 18 cas et 1 mort. En Europe, depuis hier, c'est le Royaume-Uni qui retient le plus l'attention des médias avec l'admission en soins intensifs du Premier ministre Boris Johnson. Âgé de 55 ans, il est hospitalisé à Londres et selon le correspondant politique de la BBC, Chris Mason, le Premier ministre britannique avait d'abord reçu de l'oxygène lundi en fin d'après-midi. Le nombre de décès dus au nouveau coronavirus dans les hôpitaux britanniques dépasse maintenant les 5000 pour 51 608 cas confirmés. La situation n'est pas plus reluisante ailleurs. Après 2 jours de baisse, le bilan des morts est reparti à la hausse en Italie. 636 décès supplémentaires en 24 heures selon la protection civile italienne. Même constat en Espagne où le total des victimes est porté à 13 798 avec les 743 morts supplémentaires d'hier. En France, le bilan de la pandémie frôle les 9000 décès. Selon le ministre français de la Santé, l'aggravation de l'épidémie est en train de freiner sous l'effet du confinement, mais le pic n'a toujours pas été atteint. Les États-Unis sont actuellement le pays le plus touché au monde avec 368 000 malades et plus de 10 000 morts depuis hier. On termine avec cette nouvelle alerte de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé prévient la planète manque de près de 6 millions d'infirmiers. RFM, la presse du jour. La presse de ce mardi, lui, est commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Hissène Habré libre pour 60 jours. Confiné chez lui, en a décidé ainsi. Coronavirus ou plus exactement le juge d'application des peines. L'ancien président tchadien, condamné à perpétuité par les chambres africaines, quitte donc Cap-Manuel et retourne chez lui en résidence surveillée, avertit le ministre de la Justice. Hissène Habré, covidé du Cap-Manuel, l'observateur parle d'étonnante baraka de l'ancien président tchadien. Pour Malik Sall, c'est mieux ainsi pour tout le monde. Le confrère remarque que le juge accède ainsi à la demande des conseils de l'ancien président du Tchad. Maître Diawara faisait remarquer qu'en raison de la pandémie du Covid-19, la prison est un milieu qui présente de réels risques de contamination par le virus et que son client de âge avancé était particulièrement vulnérable. Libre, Habré transféré donc chez lui à Ouakam pour 2 mois, note le journal Les Échos. Mais ce matin, l'observateur estime que tout n'a pas été dit dans cette affaire. Le minuscule virus a plutôt bon d'eux, mais en vérité, cette libération résulte d'un long travail souterrain. On le voyait venir. Les groupes de pression en faveur de l'ancien président du Tchad s'étaient activés depuis bien longtemps pour pouvoir libérer l'ancien président du Tchad. En tout état de cause, constate le biétiste du journal Le Quotidien, tout le monde ne souhaite qu'une seule chose, que le coronavirus soit vaincu au plus vite, car il n'a apporté que des larmes et du malheur. Pourtant, il y a au moins un ménage qui ne se plaint pas trop de cette calamité. Eh bien, c'est la famille Habré. Bien au contraire, l'ancien dictateur tchadien ne pouvait que souhaiter que Corona frappe encore. Cela lui permet de profiter de la chaleur de son foyer de Ouakam. Comme quoi, en toute chose, il faut relativiser, car ici, c'est terreur dans le monde, douceur chez Habré, constate encore le biétiste du journal Le Quotidien. La propagation du virus au Sénégal, Kermassar, nouveau bastion. Le journal As parle de véritable bombe sanitaire. En tout, 5 personnes testées positives au corona en 3 jours. Le préfet a pris des mesures. Il ferme marchés et centres commerciaux. Louga
a lui aussi son lot contaminé par un polygame. La 9e région atteinte de Bûcheron, le confrère, qui note que le patient a infecté 3 de ces dames. C'est un grand commerçant de la place, très connu de la capitale du Gambourg. Ce qui aggrave son cas, écrit le journal, c'est que personne ne sait où est-ce qu'il a chopé le virus. D'où l'équation des cas communautaires qui intéresse tout particulièrement ce matin Vox Populi, qui parle d'inquiétude réelle. Kermassar grelotte même de peur, estime le journal Source, lequel confrère raconte qu'une des personnes testées positives est vendeuse d'un ndeki, on dira à petit-déj au rond-point Kermassar. Tous ceux qui ont mangé de son pain ont désormais la peur au ventre, la peur d'en découdre avec Corona qui rôde tel un fantôme. Fantôme, vous avez dit, et pourtant c'est lui qui assure l'ordre, le couvre-feu dans le Bignona. Le journal Source note que c'est Fambondi qui gère tout. C'est un djinn. Le djinn qui démarre son couvre-feu à partir de 18h a été sollicité par les anciens du village, mais avant cela, ces derniers ont saisi les autorités administratives qui ont béni leur initiative. Pendant que Fambondi opère dans le village, même les camps courants et autres compos n'osent pas sortir. Le 29 mars 2020, raconte le journal, il a confiné tout le village durant 24 heures à cause des jeunes inconscients qui ont tenté de le filmer dans ses œuvres. Et sa fureur était telle que ce jour-là, les repas ont été préparés dans les chambres, les cours des concessions vides durant 24 heures. La prise en charge des factures d'eau et d'électricité, les modalités de prise en charge expliquées par le Soleil ce matin. Sur les 18 milliards de francs CFA, 5 milliards et demi concernent les factures d'électricité. Les clients en prépayé Woyofal également concernés. Les factures d'eau gratuites pour la tranche sociale de tous les clients. Pour l'électricité, cela équivaut à 250 kWh, soit 25 000 francs CFA. L'eau, 20 mètres cubes, pas plus. La mort d'Iba Thiam, nous en reparlons. 10 suspects en garde à vue. Les Richards commettent des avocats pour sauver leur fils. Qui veut étouffer la mort d'Iba s'interroge à Grand Place. Le journal relève en tout cas que l'agent qui escortait les gosses a été mis aux arrêts. En 48 heures, le dossier a été confié à 3 brigades différentes. Et puis sport à la une des journalistes quotidiens, les Lions et la Tanière, 53 sélections, 2 passes décisives. Lamine Gassama de 0 à héros, pointe le confrère. En sélection depuis 9 ans, le plus ancien de l'actuel groupe, présent dans l'équipe type de la CAN 2019, certaines critiques m'ont fait grandir et progresser, soutient-il. Dans le journal Record, c'est Kierno Séduit, le proche collaborateur de Pape Diouf, qui est ému aux larmes. J'ai perdu mon père, a-t-il soutenu. J'ai encore du mal à l'encaisser, à l'accepter. Pape, c'était l'homme généreux, fier de ses racines sénégalaises. Fermez le banc. Dans ce lambe, après des années de gloire, Tyson, Tafagé et Yekili sortis par la petite porte. Le journal Sunam qui a fait un focus sur ces 3 mastodontes, les 3 géants de la lutte, vous dit pourquoi. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h37, bienvenue à Point de vue avec cette question. Comment prévenir et le cas échéant, comment gérer les cas de contamination communautaire de Covid-19? Pour répondre ou tenter de répondre à cette question, nous sommes en ligne en direct avec le professeur Omar Faye, ancien directeur général de la santé. Professeur, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec le docteur Ousmane Gueye, directeur du service national d'éducation et d'information pour la santé, le SNEPS. Bonjour docteur. Bonjour. Restons avec vous. Certains estiment que un cas communautaire est forcément un cas contact ou un cas importé qui ne s'est pas révélé. Il n'y a pas de génération ou de contamination spontanée en la matière. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement, pour nous les profanes, et pour répondre à cette question-là, qu'est-ce qu'on appelle un cas communautaire? Merci, monsieur Yen, et permettez-moi de saluer mon professeur, mon ami, mon grand, monsieur professeur Faye. Et pour revenir à cette question, un cas communautaire, la définition elle est très simple. C'est quelqu'un qui contracte un virus de source inconnue et on ne peut pas faire de lien épidémiologique. Je pense que c'est très clair. On ne sait pas où est-ce qu'il n'a pas voyagé, il n'a pas été en contact avec quelqu'un qui était malade.
donc on découvre le virus chez lui. On parle en ce moment de transmission de cas communautaires. Donc, quelqu'un qui contracte le virus, source inconnue, sans aucun lien épidémiologique. Voilà qui est très clair. Professeur Omar Faye, comment faire en sorte que l'on n'ait pas ces cas communautaires, et si cela arrive, comment limiter les dégâts d'après vous? Alors, moi je l'appelle surtout cas autochtone, et dans tous les pays du monde c'est comme ça. Il a fallu l'allumette qui vienne allumer le feu, c'est-à-dire le cas importé, et ensuite la transmission se fait. Alors, il y a une dynamique avec des forces motrices, des facteurs favorisants, qui sont d'abord la contagiosité, c'est aussi l'incubation, ce sont les porteurs sains, mais c'est surtout l'environnement socioculturel. Alors, cet environnement socioculturel, c'est la précarité, c'est la mobilité, c'est la promiscuité, etc. Alors, ça revient à poser la question, comment faire en sorte pour se débarrasser du coronavirus? C'est ça en réalité la question. Et ça revient aussi à se poser la question, est-ce que les stratégies que nous développons aujourd'hui sont suffisantes? Est-ce qu'elles ont des limites? Est-ce qu'il ne faut pas ajouter d'autres stratégies? Je crois que c'est les questions qu'on pose. Voilà. Alors, quelle est votre réponse justement par rapport à cette stratégie? Nous reviendrons avec le docteur Ousmane Gueye, notamment sur la sensibilisation, sur la promotion des gestes barrières. Mais est-ce que vous avez, vous, des réserves par rapport à ce qui se fait jusqu'à présent dans ce domaine-là? Des réserves, non. Ce qui est fait jusqu'à maintenant, ce sont des stratégies qui sont très bonnes, qu'on fait dans le monde entier. Mais il faut seulement se poser la question, est-ce qu'elles sont suffisantes pour enrayer aujourd'hui cette épidémie-là? Quelle est votre vision, vous, par rapport à cette question? Mais écoutez, si c'est les mesures barrières, elles sont très importantes. D'abord, il y a l'état d'urgence et il y a le couvre-feu qui a quand même quelques limites, même si c'est une mesure qui est très importante, hein, mais bon, le couvre-feu a des limites. Ensuite, il y a les mesures barrières. Ces mesures barrières, bien sûr aussi, elles sont pas suffisantes pour enrayer la maladie, mais elles sont très importantes, elles sont nécessaires, mais peut-être pas suffisantes, du fait que, bon, ce sont des stratégies qui s'adressent à des personnes en bonne santé, totalement différentes de la relation médecin-malade, caractérisée par un contrat d'obligation face à, disons, à un état pathologique. C'est aussi le fait que ces stratégies sont de nature probabiliste, c'est aussi le fait que ces stratégies, il y a un environnement socioculturel peut-être qui peut faire qu'elles ne soient pas, disons, totalement efficaces. Ce qui fait qu'à mon avis, la bonne question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elles sont suffisantes? Est-ce qu'on doit maintenir ces stratégies aujourd'hui ou bien alors est-ce qu'il faut franchir un cap supérieur? Voilà. Je reviendrai à vous avec peut-être une tentative de réponse à votre propre question. Mais avant cela, docteur Ousmane Gueye, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la stratégie en cours, mais en relation particulièrement avec les cas communautaires? Quels sont les éléments de stratégie que vous avez mis en place pour éviter que ces cas communautaires ne prennent trop d'ampleur, et notamment en ce qui concerne le tracking justement des cas contacts, parce que comme on le disait tout à l'heure, les cas communautaires forcément viennent d'un cas contact ou d'un cas importé. Comment vous faites pour avoir une cartographie et un suivi qui permettent d'éviter justement une rupture de la traçabilité des cas dont on dispose? Merci, mais il faut savoir que, comme vous le savez, et je sais que tout le monde le sait depuis l'avènement de cette pandémie, au début épidémie qui est devenue une pandémie, le Sénégal n'a cessé quand même de mettre en place un certain nombre de stratégies pour endiguer ce mal. Mais cependant, il faudrait aussi reconnaître que depuis longtemps, nous n'avons pas eu de problème avec les cas contacts ni les cas importés. Donc c'est vraiment une stratégie bien huilée qui était là et qui permettait quand même à recenser l'ensemble des personnes qui sont susceptibles de contracter le virus et de pouvoir faire le test et de voir s'ils sont positifs ou pas. Mais depuis longtemps également, nous avons toujours dit à la population qu'il faudrait qu'on évite vraiment la transmission communautaire. Et c'est la raison pour laquelle
le président de la République, les autorités publiques ont pris un certain nombre de mesures. Et ces mesures, tout le monde pense qu'effectivement, même s'il faut aller au-delà peut-être aujourd'hui, mais c'est des mesures efficaces qui ont pu quand même, quelque part, nous permettre de ne plus compter aujourd'hui de cas importés. Mais à côté de cela... Ça, c'est pour la fermeture des frontières. Il y a le couvre-feu et l'état d'urgence. Là-dessus, certains disent, est-ce qu'il suffit de rester et de garder les gens chez eux le soir et pas la journée? C'est ça la question, en fait, sur la suffisance des mesures. Moi, je disais que ça, c'était un confinement partiel. Peut-être que demain, on ira vers un confinement total. C'est très possible. Il faut pas que les gens pensent que c'est pas possible. Parce que dès qu'il y a une transmission communautaire, les études ont montré que le nombre de cas peut doubler. Et ça devient difficile de contenir cela. Et je pense que aussi, les autorités, que ça soit sanitaires et publiques, sont en train de réfléchir sur un certain nombre de mesures à mettre en place pour effectivement venir à bout de cette transmission communautaire. Mais ce qu'il y a lieu de comprendre aujourd'hui, quand on parle de transmission communautaire, la première des choses à faire, c'est le respect des mesures d'hygiène. Car c'est fondamental. Et la seconde mesure forte, c'est le respect de la distanciation sociale. C'est fondamental. Là, le pari est perdu d'avance. Hein. On a vu ce qui se passe partout à Dakar et dans les régions. Les gens ne respectent rien. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Aujourd'hui, j'ai fait ce cri de cœur sur certaines chaînes de radio. Mais également, j'ai eu à interpeller même des forces de l'ordre par rapport à ça. C'est pas du tout normal. Et est-ce qu'il ne faut pas aller dans le sens d'arrêter carrément ce transport de car rapide de Djagandia et de Clando, quand même, et de voir avec, je ne fais pas de publicité pour Dakar Demdik, qui ont des cartes adaptées, et pouvoir imposer quand même cette distanciation sociale. Et éviter le rassemblement, qui n'est pas normal. Et les autorités publiques doivent pouvoir prendre ces décisions. Mais justement, Dr Ousmane Gueye, ce matin, on a noté une légère inflexion dans la stratégie, avec le ministre qui demande aux comités régionaux de gestion des épidémies, notamment aux gouverneurs, les médecins-chefs de région, en accord avec les forces de défense et de sécurité, de prendre en charge localement justement cette gestion des cas communautaires. Qu'est-ce que cela veut dire pratiquement? On ne devrait même pas attendre l'appel du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Parce qu'il y a déjà... Dès que le ministre de l'Intérieur a sorti un arrêté sur décret du président de la République, je pense qu'il était temps que les gens prennent leurs responsabilités en disant on n'accepterait plus ces rassemblements, on n'accepterait plus le non-respect de la distanciation sociale. Je pense que c'est ça. Et donc le ministre de la Santé aujourd'hui est obligé d'attirer l'attention des autorités territoriales pour qu'effectivement ces mesures soient respectées. Et sans le respect de ces mesures, nous avons vu, je peux vous citer le cas du Canada, mais sans cette distanciation sociale, j'avoue que les transmissions communautaires vont continuer et les cas vont doubler. Et selon les modèles, c'est un doublement tous les 2-3 jours. Tous les 2 ou 3 jours. Absolument. Tout le monde le sait. Il faudrait que les gens acceptent quand même le respect. Et maintenant, s'il faut aller dans le sens de contrainte, il faut contraindre parce que je pense que la vie humaine en vaut plus que cela. Alors, avant de donner le dernier tour de parole au professeur Omar Faye, puisque la sensibilisation ne suffit jamais, docteur, je vous donne 1 minute pour nous rappeler les gestes barrières et tout ce qu'il faut faire pour éviter la contamination, qu'elle soit communautaire ou avec les cas contacts, etc. Docteur Ousmane Gueye? Oui. Un petit rappel des gestes, des principaux gestes barrières et des comportements favorables à la lutte contre cette pandémie. Avant de donner la parole au professeur Omar Faye. Voilà, merci pour le rappel. Je pense que je vais commencer par les mesures présidentielles, c'est-à-dire éviter le rassemblement. Ça, c'est fondamental. Il faut que les gens arrêtent de se rassembler. Pas de baptême, pas d'obsèques, pas de cérémonie, ni rien du tout. C'est une situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, comportement exceptionnel. Il faudrait que les gens changent de comportement. Les baptêmes qui font des attroupements, des obsèques... Et les soirées privées aussi, soit dit en passant. Oui, il faut qu'on arrête ça. C'est inadmissible quand on parle de couvre-feu, il y a soirée privée. Quand même, je pense que ça, c'est le manque de respect total. Je dis même pas à l'autorité, mais à toute la nation sénégalaise. Il faut que les gens s'arrêtent. Voilà. Donc ça, c'est fondamental.
Mais la distanciation sociale, minimum 1 mètre entre deux personnes qui se parlent, je pense que ça, il faudrait qu'on respecte cela. Il faudrait le lavage systématique des mains avec l'eau et du savon ou bien une solution hydroalcoolique pour fonctionner la main. Je pense à également l'utilisation de mouchoirs. L'utilisation de mouchoirs à jeter, je pense que c'est fondamental pour se moucher et pour éternuer. Ou bien utiliser le coude. Moi, je pense que ça, c'est des choses qu'on doit pouvoir adapter, s'approprier et les faire toujours. Maintenant, on parle de port de masque. On parle de port de masque. Je profite de l'occasion pour parler de port de masque. Le port de masque, c'est bien. Mais il faudrait que, je sais très bien que les masques vendus dans les pharmacies sont de loin meilleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit décourager l'initiative locale. Cependant, il faudra encadrer cette initiative. Ça veut dire quoi? Il faudrait que les personnes aujourd'hui qui pensent qu'ils peuvent faire des masques à l'échelle nationale pour aider la population amènent leur prototype. Se rapprochent des autorités sanitaires. Des autorités qui sont en train d'élaborer un cahier de charge pour certifier la qualité. Pour voir, certifier la qualité. Merci. Il ne faut pas aussi essayer de vouloir aider la population et en même temps les fatiguer. Absolument. Merci, Dr Ousmane Gueye, directeur du Service national d'éducation et d'information pour la santé SNEPS. Professeur Omar Faye, la dernière parole à vous. Vous êtes ancien directeur général de la santé. Pour répondre à votre propre question, quelles sont les mesures supplémentaires qu'il faudrait ajouter au dispositif déjà existant pour combattre le Covid-19 en général, mais en particulier arrêter le regain un peu des cas communautaires, d'après vous? Bon, moi, j'ai l'impression que, distinguer les cas communautaires des cas importés, c'est bien. Mais les cas communautaires, c'est normal, c'est ce qui entretient l'épidémie. Maintenant, je félicite le docteur Ousmane Gueye et tout ce qu'il a dit, il a parfaitement raison. Alors, j'avais une fois fait une étude sur l'évaluation du lavage des mains. Alors, il y avait 4 indicateurs. Mémorisation, est-ce que les gens se rappellent? Compréhension, est-ce que les gens comprennent? Agrément, est-ce que les gens sont d'accord? Et ensuite, effectivité. Je me rappelle que tous les indicateurs étaient bons, sauf l'effectivité. C'est-à-dire que les gens peuvent avoir cette culture-là, peuvent entendre cela, mais ne pas le faire. C'est-à-dire donner la main, ne pas se laver les mains, etc. Donc, il faut véritablement, je pense, une certaine contrainte. Et il faut pour moi, j'ai cette conviction et je le dis partout, il faut aller au confinement. Il faut aller au confinement général. Je pense que c'est la mesure. Si on a l'objectif de goûter le corona hors du pays, c'est-à-dire avoir une platitude de la courbe d'incidence des cas, il faut un palier supérieur. Ça, je crois que c'est évident. On vous a bien compris. Donc, faire appliquer les mesures, donc l'effectivité du changement de comportement et aller vers le confinement total. Merci. Et diminuer les contacts, c'est-à-dire respecter. La stratégie efficace aujourd'hui dans le monde entier, c'est parce qu'il y a 4 milliards d'individus qui sont confinés. Je crois que c'est le confinement. Et on a la chance d'ailleurs que le président ait pris des mesures pour des mesures sociales et économiques de résilience. Je pense qu'on devrait ajouter à cela un confinement et je suis sûr que si l'objectif est de goûter le corona hors du pays, mais nous y arriverons. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, Dr Ousmane Gueye et professeur Omar Faye, d'avoir participé à ce point de vue. À 12h52, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Retrouvez Mamadou Mohamed Ndiaye pour le journal en Wolof à